Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Le Bon MJ. On continue notre deep dive dans le livre de règles Metro Otherscape pour la gamme Tokyo Otherscape. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, ça ne servira pas à grand chose de regarder cette vidéo parce que là on va aller dans le nitty-gritty, les petits trucs. On va se poser des questions sur des petites situations spécifiques, on va regarder les règles avancées, l'équipement, plein de trucs où en fait, idéalement il faut que vous ayez vu les vidéos précédentes, sinon ça ne servira à rien. Je vais chapitrer la vidéo parce qu'il va y avoir sûrement beaucoup d'informations. Concrètement, je vais scroller dans le PDF et repasser sur plein de petits détails sur lesquels je ne suis pas passé et aussi aller plus loin dans des règles avancées, on pourrait dire. Donc accrochez-vous et si vous suivez ces vidéos sur Tokyo Otherscape, que vous commencez à y jouer, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu. Nous, on a terminé 3 parties test là, donc je commence à me faire une assez bonne idée de comment le jeu se déroule. On va bientôt lancer une campagne, donc il y aura d'autres vidéos sur Tokyo Otherscape par la suite. Je pense faire des vidéos où on va plus sur des situations, on essaye de faire des sortes d'exercices, soit de préparation de partie, soit bah voilà, on veut faire un combat. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme mécanique pour un combat? On veut faire une course-poursuite, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., etc. Donc il va y avoir d'autres vidéos après. Là, on va essayer de passer en revue tous les trucs que j'ai omis d'expliquer dans les vidéos précédentes. Je rappelle également, avant qu'on se lance, que le PDF qu'on est en train de regarder, c'est pas le PDF final, donc il peut avoir quelques petites modifications, quelques petits changements qui viendront par la suite. Donc on est parti. Donc une première chose dont j'avais pas parlé, c'est comment on fait quand il y a plusieurs PJ qui veulent s'entraider pour une action quand on veut faire une action. C'est-à-dire que c'est les PJ qui sont à l'initiative de l'action. J'établis la situation, je dis ok, les bad guys, ils sont en train de vous poursuivre en voiture volante là, c'est le 5e élément, vous êtes dans le taxi, il y en a un, il dit ok, moi j'essaye de les semer en mettant les potards au max, et il y en a un par exemple, il veut tirer sur les ennemis, mais son but c'est pas tellement de faire des dégâts aux ennemis, c'est de les gêner pour qu'on sème plus facilement les adversaires. Donc en gros, on va faire une sorte d'action un peu combinée, etc. Il va y avoir plusieurs manières de faire. Soit on va par exemple décider d'abord de jouer le tir de notre allié pour créer un statut gêné par exemple à l'adversaire et ensuite faire le jet pour semer notre adversaire. Ou alors on va pouvoir faire un truc un petit peu plus concis. C'est vraiment au choix. Il y a plein de manières de traiter chaque situation, d'amener de la granularité. Mais si on veut aller un peu plus vite, on peut juste faire le helping and acting together. Donc en fait, on veut aider l'action d'un autre PJ, et on va tout simplement pouvoir invoquer un de nos tags qui nous semble utile pour aider l'autre. Donc par exemple, l'autre il a déjà compté ses tags, il est à 3 de power. Moi j'ai un tag, je me dis ça pourrait l'aider. Je peux utiliser un de mes tags pour lui ajouter 1 de power, il arrive à 4 de power. C'est un tag pour chaque PJ qui essaye d'aider. C'est le MJ qui détermine si ces tags sont relevant, si ils sont pertinents bien sûr, comme d'habitude. Et notre allié ne va pas pouvoir burn son tag, donc ça on va le revoir après. Plus tard dans la vidéo on va parler de la possibilité des joueurs de cramer certains de leurs tags pour avoir un gros bonus. Mon allié ne peut pas cramer un de ses tags pour me donner un bonus en gros, mais on va y revenir après. On voit ici aussi que le PJ qui peut nous aider, on peut aussi décider de lui faire jeter, de lui faire toute une action pour assister l'autre en préparant des tags en amont, etc., en créant des effets dont va pouvoir bénéficier le PJ suivant, bien sûr. Et aussi, quand tous les PJ s'engagent dans une même activité, sans qu'il y en ait un qui lead particulièrement, vous voyez, typiquement, je sais pas, on essaye de s'infiltrer, et on veut jouer la scène assez rapidement, on veut faire une infiltration pour aller directement au cœur de l'endroit où on s'infiltre, quoi. On n'a pas envie de jouer toute l'infiltration en détail. On pourrait tout simplement faire un act together, en gros, c'est-à-dire que tout le monde va venir mettre un tag qu'il trouve utile, entre guillemets, pour créer une action globale, un peu cinématique, un peu en ellipse, et on va faire un jet pour tout le monde, quoi, tout simplement. Quand on fait ça, on peut considérer que notre groupe est une entité d'échelle 1, de scale 1. Ça aussi, c'est un truc qu'on va venir revoir plus tard dans la vidéo, cette notion d'échelle qui est une règle avancée. Ce qu'il faut comprendre pour le moment, c'est qu'en gros, les joueurs sont d'échelle 1. Un personnage, en fait, est d'échelle 0, mais un dragon, ça peut être échelle 2. Un petit groupe de personnages, genre 3-4 adversaires, ça pourrait être échelle 1. Vous voyez, c'est un moyen de comparer des choses de différentes tailles pour amener un peu plus de granularité quand il y a vraiment une différence dans la taille un petit peu de l'entité et dans sa capacité à agir. Ouais, on y revient après. Deuxième chose, on va reparler rapidement des effets. Donc, je vous avais dit que quand on fait un jet de dés, ensuite, on a un score de power. En fait, c'est par exemple, si j'ai fait un jet à +3, bah, j'aurai 3 de power, tout simplement. J'ai
j'ai compté mes tags, j'ai enlevé mes malus et tout, j'ai jeté à +3, j'ai +3 de power. Donc si mon jet réussit, je vais pouvoir dépenser ce power pour créer des effets. Donc on avait dit qu'on pouvait attaquer par exemple en créant un statut blessé sur un adversaire, qu'on pouvait disrupt, etc. etc. En fait, il y a d'autres petits trucs qu'on peut faire. C'est déjà utiliser l'effet discover, donc c'est-à-dire que pour chaque point de pouvoir, on va pouvoir demander un détail sur la scène. Ça, si vous voulez mettre de la granularité, par exemple dans les enquêtes, on arrive dans un grand bâtiment et en fait, en gros, pour chaque point de pouvoir, on pourrait dire, le joueur va pouvoir poser une question sur l'endroit pour essayer de découvrir des détails et tout. Donc ça, c'est si vous voulez faire plus de détails sur l'exploration, ce qui n'est pas nécessairement, je dirais, a priori, le but du jeu. On va dire que c'est pas un jeu d'exploration à la base, et c'est pas un système pour l'exploration, mais ça c'est une petite règle optionnelle un petit peu avancée que vous pouvez utiliser. Et on va aussi pouvoir faire des extra feats, et ça c'est intéressant parce que vous voyez que si par exemple je jette avec +3 de power pour créer un objet, je vais créer en fait mécaniquement un nouveau tag. Par exemple, je vais fabriquer un petit robot. J'en sais rien parce que je travaille dans la robotique. Bon bah, pour 2 points de pouvoir, je vais pouvoir créer un petit robot. Et si j'ai jeté à +3, en fait, il va me rester un point de pouvoir là, donc je sais pas trop quoi faire. Alors je pourrais créer un statut, mais bon, des fois on n'est pas hyper inspiré. En fait, juste avec les extra feats, vous pouvez dépenser un petit peu votre résidu. Je trouve que ça sert surtout à ça. Par exemple, gagner un petit bénéfice supplémentaire narrativement, genre gagner un peu de temps, quelque chose comme ça, rajouter un petit détail qui vous bénéficie. Vous pourriez embellir votre action, par exemple, faire en sorte qu'elle soit encore plus stylée. Vous pourriez faire votre action plus rapidement, par exemple. Ça permet d'ajouter des petites précisions, finalement, à ce qui s'est passé dans la narration. Hein. C'est pas un effet nécessairement mécanique. Vous pourriez, par exemple, dire qu'en plus, vous vous déplacez un petit peu durant votre action pour vous remettre à couvert, par exemple. Protéger quelqu'un, etc. Il y a toute une petite liste comme ça, rattraper un objet qui était par terre, quelque chose comme ça, qui vont vous permettre, la plupart du temps, quand vous avez un peu trop de power, ou justement pas assez de power pour créer les effets que vous voulez, les tags que vous voulez, les statuts que vous voulez, faire un petit truc en plus. Maintenant, au niveau des conséquences, alors, je vais pas passer sur tous les détails de conséquences que peut faire le MJ. Les conséquences, c'est ce que va faire le MJ quand un PJ a ignoré une menace ou alors a fait un jet avec conséquences, ou juste qu'il a complètement raté son jet, donc il y a juste des compétences. On va pas passer sur tous les types. Ça pourrait être infliger un statut négatif au PJ, ça pourrait être purement narratif, genre il y a un de leurs alliés qui se fait capturer, ça pourrait être détruire un objet qu'avait un PJ, ça pourrait être burn un des tags d'un PJ. Par exemple, le PJ, il a, je sais pas, le tag jambes augmentées, j'en sais rien, et ben vous dites que ces jambes augmentées sont désactivées, vous allez burn son tag, etc. Il y a plein de manières de faire le truc. Vous pourriez également faire progresser une menace, genre augmenter le timer de la bombe, elle va bientôt exploser, etc. Il y a plein de manières de faire des conséquences. Mais en fait, ce sur quoi je veux vraiment me concentrer, c'est sur la mitigation des conséquences. D'ailleurs, je vous avoue, vu qu'il y a un peu d'eau qui a coulé sous les ponts, que je me souviens plus si j'en avais parlé dans mes vidéos précédentes. Mais en gros, quand il y a des conséquences, le PJ, s'il a la possibilité de réduire la conséquence en question, de manière un peu logique, quoi, il va pouvoir faire un jet pour réduire les conséquences. Donc ça veut dire que par exemple, le PJ pourrait faire un jet pour faire une action, il réussit avec conséquence, direct derrière, il refait un jet pour réduire la conséquence que le MJ va lui infliger. Et donc dans ce cas-là, il va refaire un jet, et là, la grille de lecture est un tout petit peu différente que lorsque c'est le PJ qui fait l'action. Les règles sont les mêmes. Il va compter ses tags, etc. pour faire le jet, tout ça, tout ça. C'est exactement la même manière dont on fait le jet. C'est plutôt la manière dont derrière, on traite le résultat du jet qui est un petit peu différente. Puisque s'il fait 6-6-, bon, bah, c'est un raté. Donc le PJ n'arrive pas du tout à réduire la conséquence. Donc je sais pas, il devait prendre un statut blessé 3. Bah, il prend un statut blessé 3, tout simplement. S'il fait 7-9, il peut dépenser du pouvoir pour réduire la conséquence. Donc, admettons, il faisait son jet pour mitiger la conséquence à +2. Il devait se prendre un blessé 3. Et ben, il peut se prendre finalement qu'un blessé 1. Il dépense son power pour réduire le statut qu'il devait prendre. Et s'il fait un 10+, il gagne un point de power supplémentaire à dépenser. Donc, typiquement, là, j'ai jeté à +2, mais je fais 10+. Normalement, j'ai 2 de power. Bah là, comme j'ai fait 10+, j'arrive à 3 de power et j'annule complètement le blessé 3. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Et après, bon, on en a déjà parlé, mais la règle que seuls les tags qui sont cohérents peuvent être utilisés. Pas de double dipping, donc ça veut dire que je ne peux pas utiliser les tags qui m'ont aidé à faire mon action précédente pour résister aux conséquences de mon action précédente. Et même si j'ai 0 de pouvoir, que j'ai rien pour me défendre, si je réussis mon jet de dés, j'ai toujours au minimum 1 de pouvoir. D'ailleurs, ça c'est une petite nuance à noter,
c'est pas parce que c'est écrit qu'on peut résister à une conséquence uniquement, on a une capacité à résister, que ça veut dire qu'on doit forcément avoir un tag. C'est-à-dire que si j'ai aucun tag pour me défendre dans un match de boxe et que je me prends un coup de poing, je peux quand même essayer de bloquer, vous voyez. Les tags, c'est purement mécanique. Mais moi, dans la fiction, mon personnage, il pourrait tenter d'essayer de bloquer le coup, donc il peut jeter à plus 0 techniquement. Et après, pour la dépense, c'est le même principe. Hein. 1 de pouvoir pour baisser un statut, 2 de pouvoir pour annuler un nouveau story tag, etc. C'est la même manière de dépenser la monnaie, entre guillemets, qu'avant. Ensuite, il y a le player versus player. Honnêtement, je crois que je vais passer. Mais sachez que c'est pris en compte. J'ai envie d'avancer. On a parlé des statuts déjà. Alors, triggering story tags out of turn. Donc ça, c'est assez intéressant. Par exemple, c'est pour représenter le fait que les PJ ou leurs adversaires, ils peuvent utiliser des story tags qui sont dans l'environnement. C'est-à-dire que, pour faire simple, par exemple, un de mes PJ, il crée une mine antipersonnelle qu'il pose dans le couloir pour accueillir les adversaires dont il est conscient que... Enfin, il sait que ses adversaires vont bientôt arriver, donc il pose une mine dans le couloir. Et ben, à ce moment-là, soit le MJ, il dit ce qui se passe au moment où les mecs marchent sur la bombe, sur la mine et on gagne du temps, soit il peut redonner le spotlight au PJ pour que le PJ fasse une sorte de GD un peu a posteriori de l'efficacité de sa mine à ce moment-là. Donc c'est quand même assez intéressant à retenir comme petite mécanique. Alors je voulais vous parler de l'équipement, mais je vais attendre un petit peu. Il y a d'autres choses dont j'ai envie de vous parler avant l'équipement. Ce sont les power options. Donc là, on est vraiment dans de la règle avancée. Ici, on nous parle d'effets réactifs. Donc par exemple, quand je réduis les conséquences que je vais subir et que je fais un 10+, je peux en tant que MJ autoriser mon PJ à dépenser le pouvoir, ses points de pouvoir, de manière un petit peu plus créative, pas juste pour limiter les dégâts que je dois subir. Par exemple, si j'ai des points de pouvoir excédentaires, vous voyez, je viens de me prendre une patate, j'ai réussi à tout bloquer, il me reste quelques points de pouvoir, on pourrait dire que je mets une petite contre-attaque, un truc comme ça. Donc ça, on est déjà plus dans de la règle un petit peu option, qui vont vraiment rajouter peut-être de la complexité qui n'est pas nécessaire dans vos premières parties. Donc sachez que voilà, le jeu est très souple et vous pourriez utiliser vos points de pouvoir de manière encore plus créative. Par exemple, je prends une boule de feu dans la tronche, peut-être que mon personnage il sait contrôler le feu, au lieu de juste réduire les dégâts de la boule de feu, il récupère une partie de l'énergie parce qu'il a des points de pouvoir excédentaires ou je sais pas, ou juste il décide de prendre les dégâts mais d'utiliser ses points de pouvoir pour créer un autre effet, quelque chose comme ça. Et ça va vraiment dépendre de votre arbitrage. Un truc par contre qui honnêtement n'est pas vraiment une règle optionnelle pour moi, qui fait vraiment le sel du jeu, donc ce serait dommage de s'en passer, c'est le burning a tag for power. Donc ça, c'est l'option pour les PJ de cramer un de leurs tags volontairement. C'est-à-dire que le MJ peut, comme conséquence, cramer des burn, en anglais, burn des tags des PJ pour réduire leurs ressources au fur et à mesure. Mais là, c'est l'option pour les PJ de choisir de le faire eux-mêmes. Donc par exemple, j'ai un tag, je sais pas, boîte de munitions, j'en sais rien. Je décide de le cramer pour avoir un gros bonus sur le coup, mais ensuite, je perds temporairement le tag boîte de munitions, j'ai utilisé toutes mes munitions, par exemple. Donc en fait, ce que ça va faire, c'est que je vais barrer le tag, je vais noter quelque part que je peux plus m'en servir jusqu'à nouvel ordre, mais sur le G, là, que je dois faire, je vais avoir plus 2 de pouvoir. Et ça vient en plus du point de pouvoir que m'aurait déjà donné le tag. Donc c'est-à-dire que, déjà, il faut cramer un tag qui est pertinent. Encore une fois, à chaque fois, on n'utilise pas des tags qui ça fait aucun sens qu'on s'en serve. Donc pour cramer le tag boîte de munitions, il faut que je sois en train de tirer avec mon flingue, d'accord ? En cramant là, je vais gagner 1 point parce que j'utilise le tag boîte de munitions, et le fait de le cramer, ça m'en donne plus 2. Donc en fait, ce tag, en le cramant, cette action, il s'est transformé d'un +1 à un +3. Donc ça, c'est très très cool parce que ça crée une sorte de gestion de ressources où les PJ ils peuvent cramer leur capacité au fur et à mesure pour faire des actions d'éclat hyper stylées. Mais après, ils ont de moins en moins de tags pour la suite de l'aventure. Donc ça, c'est vraiment une règle que je trouve vraiment très très cool. C'est vachement utile d'ailleurs pour le craft. On s'en est rendu compte un peu dans nos parties. Il y a des tags, on sait pas trop comment s'en servir. Vous voyez, boîte à outils, pièces détachées. Il n'y a pas énormément de situations où c'est très très utile. En fait, le fait de par exemple, vouloir fabriquer un petit robot, pour reprendre l'exemple, avec boîte à outils et pièces détachées, j'aurais +2 par exemple. Je décide de cramer pièces détachées, donc je pourrais plus jamais en servir. Mais du coup, j'arrive à +4. +1 pour boîte à outils, +1 pour pièces détachées, et +2 parce que j'ai cramé pièces détachées. Maintenant, j'ai 4 points. Et donc, je peux dépenser mes 4 points pour créer 2 story tags, par exemple. Pour créer un robot, mais qui a 2 tags, genre petit robot d'infiltration. Et son deuxième tag, c'est invisible. Bam! Là, j'ai créé un super robot, vous voyez, sur le moment. Par contre, j'ai cramé un de mes tags en échange. Donc ça, c'est vraiment cool. Rolling with self, mythos or noise. Ça, c'est juste une sorte d'explication mécanique du fait que, dans certaines situations, au lieu de compter les tags, vous pouvez décider de faire des jets de dés où votre bonus-malus, il va être impacté par le nombre de thèmes d'un certain type que vous avez. Genre, par exemple, vous avez 3 thèmes de mythe et un thème de self. Vous voulez faire un jet de mythe,
par exemple pour voir si vous résistez à un pouvoir du mythe, je sais pas, ça peut être plein de choses. Bah, au lieu de compter des tags qui vous permettraient de résister à des pouvoirs, vous comptez votre nombre de thèmes de mythe et vous jetez avec ce bonus-là. Et en fait, cette règle, elle est surtout utile pour nous expliquer une règle qui est là vraiment ultra stylée aussi, que je pense qu'il faut peut-être pas faire pour des one-shots et le début. Encore une fois, là on va vraiment dans les petits détails, les trucs à tester au fur et à mesure. Mais par contre, elle est vraiment stylée cette règle, c'est going out in a blaze. Donc c'est le moment dans une série, dans un film, où on fait un truc extraordinaire, mais on est prêt à sacrifier énormément de choses en échange. Et il y a une excellente règle pour générer ça, c'est going out in a blaze. Donc en fait, on détermine ce qu'on veut faire avec notre personnage. C'est un truc radical qui peut renverser toute la situation. Donc peut-être pas à faire tout le temps, sinon ça peut un peu faire chier parce qu'on va pas jouer avec les vraies mécaniques. En fonction de ce que le PJ décide de faire, par exemple, je me jette dans la mêlée, je me sacrifie pour éliminer tout et retenir toutes les squads adverses et laisser mes alliés courir. Vous voyez, le grand classique. En fonction du degré de sacrifice, en fait, le MJ va déterminer ce degré de sacrifice. Il va regarder ce que le joueur veut faire et il va déterminer le degré de sacrifice. Et ça aura pas les mêmes effets dans la fiction. Peu importe le degré de sacrifice, au moment où le joueur décide de faire ça, il va faire justement, comme on l'a dit, un jet Rolling with Self, Mythos or Noise. C'est-à-dire qu'il va jeter 2d6 plus soit Self, soit Mythos, soit Noise, et l'ajouter à son pouvoir, en ignorant tous les autres effets qui étaient en jeu. C'est-à-dire s'il était blessé, s'il était machin et tout, on s'en fiche. Il va juste prendre ça, que par exemple, pour reprendre notre exemple précédent, je dis ouais, je crée une méga boule d'énergie pour détruire la planète des méchants en mode Dragon Ball Z. Ok bro, calme-toi. Et admettons, j'ai 3 thèmes de mythos, bah, je vais jeter à +3, parce que c'est vraiment lié au mythe, le fait de créer cette méga boule d'énergie. Mon MJ, il va choisir, enfin, il va déterminer en fonction de ce que j'ai décrit, le degré de sacrifice. Donc là, honnêtement, je détruis une planète en utilisant toute l'énergie, je sais pas quoi. Bon, ce serait peut-être inescapable. Mais en gros, il va choisir si c'est un effet, un sacrifice significatif, no return, ultimate ou inescapable. Et en fonction, en fait, ça n'aura pas les mêmes conséquences et les mêmes résultats. Donc, pour du significant, ce serait, par exemple, vaincre un adversaire qui est à peu près notre égal, mais on est dans une situation critique, quoi. Alors qu'à l'extrême opposé, inescapable, ce serait vaincre une armée ou l'avatar d'un mythe ou sauver quelqu'un d'autre d'une situation totalement impossible, etc. Laisser une marque dans le monde. Vous voyez, on est à deux extrêmes d'un même spectre qui serait un sacrifice ultime dans un truc narratif, quoi. Donc, une fois qu'on a choisi, on va jeter les dés, et donc, soit on va raté, c'est-à-dire qu'on fait un 6-, donc ça n'a pas du tout marché et on prend les conséquences quand même. Soit on va faire un mixed hit, ça marche, mais on prend les conséquences. Soit on va faire un strong hit, donc un 10+, et là, on va réussir. Et en plus, on va prendre la conséquence du dessous, 1 degré en dessous. Il y a une exception à ça, c'est le degré inescapable. Donc là, c'est vraiment, c'est le MJ qui dit c'est inescapable. Est-ce que tu veux le faire quand même? Et dans ce cas-là, on ignore le strong hit et on le traite comme un mixed hit. Donc dans tous les cas, si on a pris un degré de sacrifice inescapable, votre personnage va mourir en fait, tout simplement. En tout cas, il va prendre un statut tier 6, donc c'est un truc que son personnage sera plus jouable, il va se transformer complètement. Voilà, ça peut être plein de choses. Et donc, en gros, si par exemple je devais faire un truc ultimate, là, on a décidé que le degré de sacrifice était ultimate, bon bah, si je rate, je prends un statut tier 6, donc je meurs probablement. Si je réussis avec conséquence, je réussis, mais je prends quand même ce statut. Et si je fais un strong hit, je réussis, et en plus, je descends d'un degré, et je prends le degré du no return, et donc là, ce que ça fait, c'est que je remplace un de mes thèmes. En fait, il y a une partie de ma personnalité qui disparaît dans cette action. C'est un tournant. Et je remplace un de mes thèmes immédiatement. Donc ce truc est ultra stylé, je trouve. Alors je pense qu'il faut résister un peu à la tentation quand on est un peu trop drama à l'utiliser tout le temps, parce que voilà, sinon ça devient un peu la solution à tout, et ça fait que nos personnages ils meurent en boucle, hein, vous voyez. Enfin, mais bon, c'est à l'initiative des joueurs, c'est à régler autour de la table, c'est comme toujours. Hein. Ce serait la même question dans n'importe quel autre jeu où le PJ, en fait, à chaque fois, dès qu'il y a un combat, il se sacrifie pour les autres. Ça peut être un peu redondant, vous voyez. Mais voilà, dans l'idée, comment fonctionne cette mécanique. Maintenant, on va aller voir du côté du scale. Le scale, c'était cette fameuse histoire d'échelle. En gros, vous pouvez comparer l'échelle des choses. Donc, un humain, c'est échelle 0. Une pièce, c'est échelle 1. Une maison, c'est échelle 2. Un gratte-ciel, c'est échelle 3. Un bloc de bâtiment, c'est échelle 4. Vous voyez, c'est la taille des choses. Ça peut aussi être une comparaison en termes de nombre. Un individu, c'est échelle 0. Un petit groupe, c'est échelle 1, une dizaine, c'est échelle 2, etc., etc. Et en fait, en faisant des comparatifs comme ça, vous allez pouvoir venir modifier les jets de dés. C'est-à-dire que s'il y a un PJ, il veut infliger des dégâts à une bande d'une dizaine de gangsters, vous pouvez lui mettre -2 à son jet de dés, vous voyez.
parce que la différence entre lui qui est échelle 0 et les gangsters qui sont échelle 2 va faire qu'il va pas réussir à faire des dégâts aussi facilement à tout un groupe qu'à une seule personne. Alors après, encore une fois, ça c'est une règle avancée, à vous de voir comment vous gérez ça. En gros, l'idée c'est de différencier la difficulté du jet de dés, hein, tout simplement. Sinon, ce serait exactement la même difficulté que d'attaquer un mec tout seul et attaquer un mec en groupe, potentiellement. Donc, vous pouvez gérer l'échelle comme ça, et ça marche bien sûr dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous pourriez aussi avoir un PJ qui a un lance-roquette. Un lance-roquette, on pourrait dire que ça pourrait faire des dégâts d'échelle 1, vous voyez, ça pourrait détruire une pièce. Et il tire sur un individu seul, bah peut-être qu'il va avoir plus 1, à l'inverse, vu qu'il utilise un lance-roquette. Donc il pourrait créer ou avoir à sa disposition des objets qui sont d'une échelle supérieure. D'ailleurs, on nous dit ici, en règle, quand vous créez, par exemple, de l'équipement, etc., vous pourriez dépenser int power pour augmenter, en fait, l'échelle de ce que vous fabriquez. Par exemple, l'exemple ici, c'est je veux créer un canal crypté pour communiquer avec le reste du groupe. Bien, pour que ça bénéficie à tout le groupe, je pourrais dépenser int power pour créer un canal d'échelle 1 qui bénéficie à tout le groupe, vous voyez. Donc ça peut être une mécanique supplémentaire que vous pouvez acheter pour encore ajouter de la granularité, etc. Et par contre, ce qui est à noter, enfin là où il faut faire attention, c'est que l'échelle, on la prend pas en compte pour résister aux adversaires. Par exemple, vous avez, je sais pas, un dragon, il a un souffle de feu, vous vous dites, quand il y a le souffle de feu, ça fait un statut 4 brûlé à un de mes PJ. Le fait que vous ayez décidé que ce souffle de feu, il inflige un statut 4, c'est parce que vous savez déjà que le souffle de feu, c'est un truc énorme qui fait plein de dégâts, etc., etc. Donc vous le prenez en compte dans la conséquence que vous allez délivrer au joueur. Maintenant, quand lui, il veut résister au souffle de feu, il n'a pas un malus d'échelle, vous voyez? Parce que sinon, il va y avoir une sorte de double peine. Vous avez déjà gonflé, et ça d'ailleurs, je m'étais trompé dans les parties auxquelles j'avais joué, donc ça avait rendu le truc ultra mortel, et donc j'ai appris par l'erreur là-dessus, comme quoi on peut l'oublier. En gros, pour faire simple, il faut pas faire double peine, quoi. Si je jette une grenade, très certainement qu'elle va faire les dégâts dans toute une pièce, et que je me dis, ouais, une grenade, ça fait quand même mal, ça va être statut 4, vous voyez? Le PJ, il fait son jet pour mitiger, il a pas moins 1 parce que l'effet de la grenade, il est échelle 1, vous voyez. Le fait que la grenade ce soit échelle 1, par exemple, ça peut me faire me dire que ça va toucher plusieurs PJ, vous voyez, qui vont tous devoir faire un jet pour résister. Mais par contre, ça va pas donner de malus au jet pour mitiger. Vous voyez, c'est écrit ici. Un jet pour mitiger une conséquence n'est pas affecté par l'échelle. L'échelle est déjà prise en compte dans la conséquence délivrée par le MJ, en gros. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Donc voilà, je vais pas vous expliquer, je vais pas vous faire toute l'explication. Là, vous avez plein de détails si vous avez des questions sur des cas spécifiques et tout. Mais sachez que voilà, c'est une mécanique que vous pouvez utiliser pour différencier des trucs géants, des trucs petits, etc. assez facilement. 2 verres de vin rouge, un plateau de charcuterie et 4 heures plus tard, on continue. J'ai été interrompu. C'est la joie des longues vidéos. Donc, étape suivante, le loadout, donc l'équipement, que je pense vous êtes pas obligé de mettre à votre première partie, le temps que les joueurs découvrent, etc. un petit peu. Ils vont déjà avoir fort à faire avec leurs 12 premiers tags. Grosso modo, ça fonctionne comme les autres tags, à peu de choses près. C'est juste que ça en ajoute. Donc ça s'appelle le loadout, et il y a une place sur la feuille de personnage pour ça. Vous voyez, moi, là, c'est pas les feuilles de personnage officielles. Hein. Moi, je me suis créé mes propres feuilles de personnage sur Miro. Mais en gros, ça va être des tags que vous allez venir ajouter qui peuvent être positifs comme négatifs. En fait, le loadout a son propre thème. Donc, le loadout représente toutes les ressources auxquelles pourraient avoir accès les PJ, que ce soit des trucs qu'ils emmènent avec eux en mission ou même qu'ils ramassent sur le terrain, etc. Donc, c'est pas, on va dire, un truc fixe du personnage. Ça va aller venir. Alors, si vous découpez un petit peu la structure de votre partie en phases où les PJ sont sur le terrain en train de faire des choses, etc., et en downtime, où ils retournent chez eux, en fait, il va y avoir des moments où ils vont load up, ça veut dire qu'ils vont choisir parmi, justement, tous les différents objets qu'ils ont dans leur loadout, ceux qu'ils emmènent en mission. Donc, de base, un personnage, il peut load up, littéralement, 3 objets, ou pour être plus précis, 3 tags, en fait, de loadout à emmener avec lui en mission, et quand il va retourner en downtime, il va load off. Enfin, on considère qu'il dépose tout son équipement, etc. Et quand il va repartir, il va pouvoir rechoisir parmi l'équipement qu'il a 3 tags. Sachant que au début, c'est 3 tags, mais on peut faire progresser en fait notre thème de loadout comme les autres. Hein, on l'avait vu dans la progression de personnage. On peut le faire progresser comme n'importe quel autre thème et du coup augmenter notre capacité en fait, le nombre d'équipements qu'on peut emmener avec nous. Donc c'est écrit ici. Hein. Loadout tags must be loaded up before they can be used as story tags. Donc ils sont considérés comme des story tags, ils vont fonctionner comme eux. Et voilà, c'est écrit ici, tant qu'ils ne sont pas loaded up, les loadout tags n'affectent pas le gameplay. Ils peuvent représenter
de l'équipement physique en notre possession, etc. Mais ils sont pas immédiatement accessibles, ou ils ont besoin de maintenance, on n'a pas pu les emmener, etc. Donc il peut y avoir plein de raisons qui font qu'on n'emmène pas tout notre équipement avec nous. Une fois qu'ils sont loaded up, donc qu'on les prend avec nous, on peut les utiliser, on peut les burn, comme on l'a vu juste avant, pour obtenir 3 points de pouvoir sur le coup. Ils peuvent être burn à cause des conséquences, ça peut être le MJ qui nous dit que notre flingue il est pété, je sais pas quoi. Il fonctionne comme le reste, hein, grosso modo. Le moment où on va load up, c'est juste avant que le job, notre mission commence. Alors bon, voilà, c'est pas un jeu comme si on devait faire la comparaison. Cette mécanique, elle est inspirée, on pourrait dire peut-être de Blades in the Dark, ce genre de truc, ce côté job, downtime, job, ces sortes de phases de jeu. Mais c'est pas aussi intriqué dans le système que dans d'autres jeux. Donc je pense qu'on peut avoir une relative souplesse à ce niveau-là. Par exemple, typiquement, je sais pas, votre PJ se fait attaquer dans son appart parce que vous trouvez que cette scène est stylée. En fait, bon bah là, il va avoir accès à tous ces items, il pourra pas en choisir que 3 nécessairement. Ou alors, au contraire, vous pouvez considérer qu'un équipement qui n'est pas load-up, il y a une bonne raison pour laquelle il n'est pas load-up, comme par exemple la maintenance, qui est décrite juste en dessous. À vous de voir à quel point vous voulez être strict là-dessus, quoi. Et on nous dit ici que vous voyez aussi les tags de loadout que vous avez load-up, que vous emmenez avec vous, ne représentent pas nécessairement tout votre équipement. Vous pouvez avoir d'autres équipements en votre possession, mais qui seront juste considérés comme des détails narratifs et qui n'affecteront pas le gameplay, en fait, qui n'affecteront pas mécaniquement la scène. C'est-à-dire que on peut dire que j'ai un flingue, mais que s'il n'a pas de tag, en fait, il me donne pas de bonus. On dit que j'ai un flingue, je peux décrire que je l'utilise, etc., mais il me donne pas de bonus. Donc, les seuls équipements qui me donneront des bonus, c'est ceux qui sont loaded up. Alors, on nous dit aussi que pendant les downtime, on peut éventuellement s'échanger des items, etc., entre nos tags qui sont dans notre thème de loadout. Et même qu'en mission, les équipements qu'on a load up, qu'on a emmenés avec nous, on peut les échanger, etc. On nous explique aussi qu'on peut utiliser plusieurs tags pour décrire différentes features d'une seule et même pièce d'équipement. C'est ce qu'on appelle en fait un tag set, c'est-à-dire un regroupement de tags qui ensemble définissent un truc. Par exemple, un fusil de sniper, ce serait déjà un tag en soi de notre loadout, pourrait avoir un deuxième tag qui va avec qui est Telescopic Thermal Sight, plus un autre tag High Caliber Rounds, plus un autre tag Gyro Stabilizer. Yeah, you know what I mean, bro. Et donc en fait, quand on utilise ce truc dans les meilleures conditions et que tous ces tags peuvent s'appliquer, il nous donne plus 4, donc c'est un super flingue dans cette condition spécifique. Vous voyez, en fait, je peux prendre un exemple sur le Miro, je pense. Par exemple, là, je me suis mis un fusil d'assaut qui a aussi le tag Continuous Fire, donc ça veut dire que si je tire en rafale, en tir de couverture, je sais pas quoi, que je fais feu de tout bois, eh bien, je peux aussi utiliser ce tag-là, et je lui ai mis, par contre, Jamming Risk comme tag négatif à mon flingue. Et en fait, quand j'emmène mon flingue, bah, j'emmène tous ces tags en même temps, quoi. Ils décrivent un seul et même objet. C'est ce qui est écrit. On peut, ici, en fait, c'est pas des weakness tags, ils appellent ça des flow tags. Et donc, au moment où on fait notre load-up, là, on prend nos tags avec nous, le joueur ou le MJ peut ajouter un story tag négatif à un des objets qui a été emmené. Alors, ce story tag négatif ne nous coûte rien. Vous savez, dans le nombre de tags qu'on peut load up, celui-là ne compte pas, il est gratuit. Et quand ce tag négatif sera invoqué par le joueur ou par le MJ, on va avoir un malus, comme pour les weakness tags, et on va pouvoir cocher une case d'upgrade, comme pour les autres thèmes, une case d'upgrade ici, de notre thème de loadout. Et quand on en aura coché 3, eh ben, on pourra prendre une amélioration de notre thème de loadout. Donc en fait, c'est vraiment un thème à part entière d'équipement. On pourrait dire que c'est notre 5e thème un petit peu, qui définit pas notre personnage, mais son équipement, et on peut progresser là-dedans, etc. Donc comment on fait pour ajouter des tags à l'intérieur de ce loadout sim? Bah, au début, on commence avec aucun tag. Après, vous pouvez décider de commencer avec des tags quand même. Par exemple, si vous voulez faire un one-shot. Bon, tout à l'heure, j'ai dit que pour de l'initiation, c'est peut-être pas nécessaire de surcharger d'informations les joueurs. Enfin bon, c'est pas colossal non plus hein, comme charge, mais vous n'êtes pas obligé de les mettre. Mais vous pouvez aussi vous dire, ouais, bon, c'est un one-shot justement, donc on va leur foutre de l'équipement pour qu'ils puissent s'éclater avec, quoi, dès le début. Mais en tout cas, de base, on nous dit qu'on n'en a pas. Et en fait, on va les récupérer dans la fiction, en fait, tout simplement. Donc, avec du loot, par exemple, pendant une partie, je neutralise un adversaire et je peux récupérer son arme. Et là, le MJ il dit, ah ouais, on pourrait créer un tag pour cette arme. Ce story tag, en fait, va venir rejoindre notre loadout. On peut le garder pour le reste de la mission. À la fin de la mission, pendant le downtime, on va load off, donc on va perdre tous nos objets. Et quand on repartira en mission, bah, on pourra choisir cet équipement qu'on avait récupéré dans une ancienne mission pour l'emmener avec nous. C'est-à-dire qu'en vrai, sur le terrain, en soi, vous pouvez vous retrouver avec plus d'équipements au fur et à mesure de la mission en ramassant des choses, etc. C'est juste que quand vous redémarrez une nouvelle mission, vous ne pourrez pas
tout emmener, vous devrez choisir parmi tous les trucs que vous avez obtenus depuis le début de la partie, en fait, limité par votre limite de load up là. Donc ça peut être du loot, ça peut être aussi des actions pour se procurer des trucs. Par exemple, vous avez des tags, genre, je sais pas, vous avez des tags, vous avez un thème de votre personnage, c'est qu'il est affilié à une corporation qui pourrait lui fournir de l'équipement. Il a des tags liés à ça. Par exemple, j'ai un fournisseur qui peut me fournir une bagnole. Vous avez un autre tag, je sais pas, c'est que vous avez un paquet de pognon en réserve. Et ben vous faites une action qui va consister à aller demander à votre contact qui vous file une voiture. Vous allez compter tous les tags que vous avez pour négocier, par exemple, avec votre contact pour avoir la voiture. Vous allez jeter les dés. Et si vous faites une réussite, vous dépensez vos points de pouvoir. Tout simplement, créer des story tags, quoi. Créer une bagnole avec, si vous avez beaucoup de points de pouvoir à dépenser, plusieurs tags pour améliorer la bagnole, etc. Et si, là, on peut se dire, ah, mais s'il y a des conséquences, etc., si on rate ce jet de dés, c'est un peu bizarre, non? Bah non, en fait, la conséquence, c'est peut-être que vous allez cramer votre réserve de pognon et que vous l'avez plus, ou alors que vous allez cramer votre contact parce qu'il peut plus vous saquer, il vous en veut, ou alors que votre contact, je sais pas, il va vous demander un service, etc., etc. Donc, il y a plein de manières de récupérer, en fait, de l'équipement et de venir l'ajouter petit à petit à son thème de loadout. Ça peut être aussi du craft, hein. Vous pouvez vous fabriquer des trucs, vous pouvez recruter des gens aussi. Dans votre loadout, il peut y avoir pas seulement de l'équipement, mais aussi des mercenaires, des seconds couteaux, etc. Vous avez tout un catalogue de loadout, d'ailleurs, on ira le voir vite fait après, mais on vous dit qu'il y a tout un catalogue pour vous inspirer. On ira le voir juste après. Une chose aussi, c'est que votre loadout, contrairement par exemple à vos power tags, vos weakness tags, etc. de vos 4 thèmes ici, ils peuvent être en conséquence, le MJ peut décider qu'une conséquence négative à une de vos actions, vous avez raté un jet de dés, le MJ décide d'une conséquence, c'est de détruire complètement votre équipement. Vous pouvez le perdre définitivement. Ça, c'est une chose à savoir qui fait quand même la différence avec les power tags qui peuvent pas être complètement détruits. Pareil, donc ça peut être la destruction parce qu'il y a une explosion, ça peut être parce que vous les perdez en fait, on vous vole votre équipement, etc. Donc vous pouvez les perdre complètement ces trucs-là. Ils viennent. On vous dit aussi, c'est pas parce qu'il y a des jets de dés qui permettent d'obtenir de l'équipement, etc. que c'est toujours possible. Le MJ, il peut arbitrer que non. Il y a une question de narrative access. C'est-à-dire que vous êtes en pleine mission, c'est pas parce que vous avez le tag, vous avez un contact, etc. Mais bon, ça, c'est du bon sens. Hein. C'est pour tous les tags. Les tags ne peuvent être utilisés que quand ils sont pertinents, ils sont accessibles dans la fiction, etc. Mais on nous le rappelle quand même. Vous êtes en pleine mission, vous n'allez pas pouvoir nécessairement faire appel à vos alliés, etc., qui sont pas là, qui sont pas disponibles. Pareil, c'est pas parce que vous êtes en downtime, on a parlé du downtime, le moment où vous allez choisir les équipements que vous emmenez avec vous. Peut-être vous allez avoir un downtime, je sais pas, vous devez fuir la ville parce que vous êtes poursuivi, donc vous pouvez pas rentrer chez vous et récupérer votre équipement. Bon, bah vous pourrez pas récupérer votre équipement, même s'il était dans votre thème de loadout, vous voyez, c'est la logique qui prime. Et donc, à la fin d'un downtime, ou avant de partir pour un nouveau job, on va pouvoir choisir de l'équipement, etc., etc. Donc je pense que vous avez à peu près capté. La petite spécificité qui est assez sympa et qui là pour le coup fait penser un petit peu plus à un Blades in the Dark, c'est typiquement ce côté wildcard loadout tags. Ou alors ça fait un petit peu penser à quel jeu qui a ça. Même dans Dungeon World, hein, je pense qu'il y a plusieurs jeux PBTA qui permettent ça, où en fait, au moment où vous allez faire votre loading up, donc choisir les tags, les loadout tags que vous emmenez avec vous, vous pouvez décider de prendre un wildcard loadout tags. Donc en fait, c'est une sorte de slot. Vous décidez pas à l'avance de l'équipement que vous voulez emmener. Et en fait, vous pourrez le choisir plus tard. Par contre, en faisant ça, ça vous coûte plus cher. Pour avoir un wildcard loadout tag, vous allez payer 2 power à ce moment-là. Donc normalement, vous avez 3 de power pour choisir les équipements que vous emmenez avant la mission. Donc vous pourriez emmener 3 tags avec vous. Et bien là, vous pourriez emmener un tag avec vous, en fait, plus pour 2 de power, un wildcard loadout tag. Et en fait, on ne spécifie pas ce qu'on emmène et ça fait qu'une fois sur le terrain, vous pouvez dire, mais bien sûr que j'avais emmené ce truc-là, etc. Par contre, ça vous coûte plus cher. Donc, il y a quand même un petit côté, vous voyez, c'est pas que un jeu narratif. Il y a aussi un petit côté ludique et je dirais même résolution de problèmes. C'est-à-dire que si vous préparez bien en amont votre mission, vous prenez des infos, etc., vous allez tout de suite pouvoir emmener l'équipement qui vous semble le plus utile. Mais si vous n'êtes pas bien prêt, vous savez pas trop ce qui vous attend, vous allez peut-être plutôt prendre des wildcard loadout tags parce que vous savez pas quel équipement vous voulez emmener, vous savez pas encore à quelle sauce vous allez être mangé. Et une fois sur le terrain, bam, vous découvrez que vous auriez besoin d'une combinaison de plongée pour aller dans une zone souterraine. Bah, à ce moment-là, vous pourrez dire que votre slot, là, votre truc non déterminé, c'était une combinaison de plongée, vous y aviez pensé finalement. Et donc voilà, ça vous donne plus de souplesse, mais ça coûte plus cher. Et donc, ce thème, on va pouvoir l'améliorer hein, comme nos thèmes. Alors, on va les regarder vite fait. Vous voyez déjà, pour le loadout, on a des specials, là, des capacités spéciales qu'on peut acheter avec nos upgrades. Comme pour les autres thèmes, on l'a vu ça dans
le truc sur la vidéo sur l'évolution du personnage. Et là, je ne vous retrouve plus où c'est, mais retenez que vous pouvez aussi augmenter votre capacité à load up des tags en dépensant des upgrades, donc en dépensant de l'XP, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il y a encore qu'on peut voir? Il y a le downtime, justement. On en a parlé un petit peu là. C'est un des moments où vous allez pouvoir changer vos équipements, etc. Mais pas seulement. En fait, quand il y a un downtime, donc on n'est pas vraiment en mission, etc., le MJ peut déclarer un moment de downtime durant lequel on va passer un moment un peu cinématique, le temps passe, en général on va le jouer plus comme ça, plus comme une sorte d'ellipse un petit peu, et où on va load off, donc on va retirer nos équipements, etc. Et puis on va pouvoir faire des actions. Donc en fait on va faire un tour de table et chaque joueur va décrire son activité pendant le downtime, pardon. Et donc chaque player va pouvoir représenter cette activité en dépensant 3 de pouvoir sans jeter les dés. Donc c'est comme s'il avait jeté les dés et fait une réussite avec 3 de pouvoir. En fait, il va avoir 3 de pouvoir, entre guillemets, gratuits, qu'il va pouvoir dépenser pour créer des effets. Donc ça peut être des story tags, ça peut être des statuts, ça peut être réduire des statuts. Par exemple, il est blessé, il dépense ses 3 points de pouvoir pour baisser un statut, négatif pour lui. Donc ça peut prendre la forme, vous voyez, de heal and recover. Ça peut être se préparer à une future action en s'entraînant, par exemple. Ça peut être toutes sortes de choses, faire des recherches, du craft, etc. Ou alors, il peut aussi à la place, décider de ne pas dépenser ses 3 points de pouvoir et de marquer une upgrade box dans n'importe lequel de ses thèmes pour faire progresser. Typiquement, mon personnage, voilà, il a pas pris de dégâts pendant la dernière mission, enfin, il est plutôt en forme. Il sait pas exactement ce qu'il attend après le downtime, donc il sait pas trop à quoi se préparer non plus. Donc le joueur va juste décider de cocher une de ses cases d'upgrade, et entre guillemets d'XP en fait. C'est aussi simple que ça, le downtime. Donc encore une fois, ça c'est le truc, vous êtes peut-être pas obligé de vous en servir dans votre premier one-shot. Ensuite, on a les cinematic moments. Donc là, on va vraiment dans les trucs un peu plus deep. On nous propose de suspendre les actions, donc c'est assez simple, hein. C'est tout simplement, on dit qu'on va faire quelque chose. Typiquement, on tend un piège, etc. Et au lieu de jeter les dés au début du piège, on attend que le piège soit triggered pour à ce moment-là jeter les dés et voir comment ça se passe, s'il y a une conséquence. Donc c'est juste en fait délayer l'intention, l'action du moment où on en détermine les conséquences. C'est aussi simple que ça, donc c'est plus une sorte de technique entre guillemets. C'est la même chose pour le flashback. Le flashback, on pourrait dire à un moment donné que notre joueur, vous voyez, il a des tags typiquement. Ça c'est un très bon exemple pour montrer à quel point les tags c'est versatile. Admettons, mon personnage, bon là c'est pas le cas, donc je vais le créer vite fait, je sais pas. Il a labo de recherche, le dernier prototype. Donc, disons qu'il a, je dis n'importe quoi, 2 tags qui sont labo de recherche et le dernier prototype. Et il est en pleine mission. Et à ce moment-là, il se dit « Ah, j'aimerais trop que mon perso, en fait, il est préparé avant la mission un nouveau prototype et qu'à ce moment-là, paf, dans la scène, il le sorte et qu'il commence à s'en servir. » On peut faire une sorte de flashback et au lieu qu'on considère là narrativement qu'il va utiliser son tag labo de recherche auquel il n'a pas accès puisqu'il est en mission et le dernier prototype qui ne colle pas forcément à la situation actuelle, on peut dire en fait, on va jeter les dés pour une scène qui s'est passée avant la mission dans son labo de recherche. Donc c'est un flashback un peu, encore une fois, comme on peut avoir dans Blade in the Dark. Et donc, on va faire ce jet de dés en flashback. Et s'il y a eu des conséquences, on va réfléchir aux conséquences. Est-ce qu'elles peuvent s'appliquer là tout de suite dans la scène? Par exemple, je fais un jet de dés, je veux créer, je sais pas, vous allez dire que je suis matrixé comme tous les rôlistes par les combats. Mais je vais prendre un exemple de combat, encore une fois. Admettons, moi j'ai envie de sortir une Gatling à fusion. Je dis n'importe quoi. Donc en fait, je fais un jet pour la crafter en flashback. Donc je lance avec labo de recherche et le dernier prototype, donc normalement je jette à +2. Allez, pour le fun, on va utiliser la petite mécanique dont on a parlé plus tôt, c'était burn un tag. Donc je décide de cramer le dernier prototype, ça veut dire que je pourrais plus m'en resservir après, je crame le dernier prototype, je jette donc, comme je l'ai cramé, à +4 là, puisque j'ai labo de recherche, le dernier prototype, +2 parce que j'ai cramé un de mes tags. Donc je jette à +4, admettons je réussis, nickel, j'ai 4 points à dépenser dans du power. Avec 4 points, on regarde ici, eh ben, je peux faire plein de choses différentes et par exemple, je peux créer quelque chose. Vous voyez, créer un nouveau story tag, ça coûte 2 power tags. Moi, je veux créer ma Gatling à fusion. Donc, je vais faire d'abord dépenser 2 pouvoirs pour créer la Gatling à fusion. Et admettons, dans la scène, là, j'ai besoin que cette Gatling elle puisse me permettre de péter un char. Donc, je dis qu'en plus, elle a des munitions anti-char. Chacun de ces tags m'a coûté 2 points. J'avais 4 points, c'est parfait, j'ai tout dépensé. Et donc maintenant, je peux me servir de ça pour la suite de l'aventure. Et en fait, je l'ai fait en flashback. En fait, on considère que je l'avais fabriqué avant de partir en mission, durant le flashback, et que là, je la sors en fait, maintenant. Admettons, j'ai fait une réussite avec complication. J'ai fait une réussite avec complication. Et donc, ce qui se passe, c'est que
comme j'ai une réussite, je peux créer ma Gatling à fusion et mes munitions anti-char, ça ne change pas. Mais on peut dire qu'il y a une conséquence et qu'en fait, elle n'est pas très bien réussie, vu qu'en plus, c'est facile de se dire ça, puisqu'en fait, on a dit que c'était un prototype. Donc en fait, le MJ, il me dit, ok, eh ben, ta Gatling à fusion, en fait, tu la sors, mais elle est enrayée 2. Quand tu la sors, elle est enrayée 2, et donc pour l'instant, tu peux pas t'en servir tant que tu n'as pas baissé son statut enrayé à 0. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça donne encore plus de souplesse. Vous voyez, le fait de penser cinématique comme ça permet de faire plein de choses. Encore une fois, c'est un truc que le MJ va pouvoir pondérer en fonction du style de jeu. Si on veut un jeu qui se concentre plus sur la préparation méticuleuse, etc., peut-être qu'on va pas autoriser les flashbacks parce qu'on veut créer un challenge pour les PJ, de devoir réfléchir plus en amont de leur mission à ce qu'ils préparent, etc. Ou en tout cas, on veut encourager ce truc-là et faire du flashback, un truc par exemple qui est plus une exception, j'en sais rien. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça, mais c'est une possibilité. Et vous voyez, on nous donne l'exemple qu'on pourrait aussi le faire avec le côté Discover Effect. C'est-à-dire que par exemple, on pourrait commencer un peu in media res une mission. Vous commencez votre scénario in media res, vous dites ouais, vous êtes face à un fixeur, il a ses lunettes, etc. Et là, les PJ ils disent il y a un PJ il dit qu'est-ce que je sais de ce fixeur? Et là, le MJ fait je sais pas, est-ce que tu as enquêté sur lui avant de venir? Il dit ouais, sûrement que j'ai enquêté sur lui avant de venir. Et ben on va faire un flashback de ton enquête pour avoir des détails sur le fixeur, vous voyez? Et peut-être que si je fais un jet avec réussite, je vais pouvoir poser des questions sur le fixeur. Et si je fais une réussite avec complication, et ben le fait d'avoir fait des recherches sur le fixeur, ça lui a mis la puce à l'oreille sur le fait qu'on essayait de suivre sa trace, et donc il est venu avec plus de garde du corps, vous voyez, etc., etc. Enfin, dernière chose dont on va parler, je pense, c'est les credit rolls. Donc ça, c'est le truc qui arrive à la fin de la session. On se pose des petites questions un petit peu sur qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pour discuter, débriefer, etc. Si on est en campagne, les PJ vont pouvoir faire évoluer leurs relationship tags. Donc c'est les tags de relations entre personnages. On va pouvoir récupérer un de nos tags de crew pour chaque membre dans le crew, si jamais on les avait cramés, enfin, si on les avait utilisés et donc ils sont cramés, etc. Et on peut demander au MJ si certains des story tags qui représentent des ressources qu'on a gagnées pendant la partie ne pourraient pas rejoindre notre loadout sim. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc je pense que là, on a fait le tour grosso modo de quasiment toutes les mécaniques. Ça fait beaucoup d'infos, mais je pense que, comme je vous le disais, vous pouvez y aller petit à petit, commencer avec juste les tags classiques, puis ensuite intégrer de l'équipement, ensuite intégrer des nouvelles mécaniques et tout. Si vous avez le bouquin, l'exemple de partie est franchement plutôt bien fait, j'ai trouvé. Je vais aller vous montrer, je vous avais dit que je vous montrerais rapidement, voilà, le street catalogue, vous voyez, pour le loadout. Si vous n'avez pas envie d'improviser de l'équipement, etc., vous avez quand même plein de petits exemples de ce que ça peut être, ce que vous avez dans votre équipement. Donc si vous voulez des items un peu généraux en un seul tag, vous voyez, vous avez munitions supplémentaires, des trucs comme ça. Et si vous voulez des objets un petit peu plus développés, genre par exemple des munitions Phoenix Corp anti-mécanoid rounds, là. Donc des balles spécialisées pour surtout abattre des drones et des cybernétiques, et pour représenter ces munitions spéciales que vous avez emmenées, vous auriez anti-mécanoid rounds, localized electromagnetic pulse, armor piercing disrupt network connection, etc., etc. Vous avez tout plein d'exemples. Il n'y a pas que des trucs technologiques, puisqu'on est dans un truc mythique. Vous avez aussi par exemple des sources, vous voyez, genre juste une potion de soin, un esprit enfermé dans une bouteille, etc. Vous avez des véhicules, des armes. Donc il y a des exemples qui peuvent vous aider. Donc là, on a fait le tour de toutes les mécaniques du jeu. Alors il y a peut-être un ou deux détails à droite à gauche que j'ai loupé. Ça fait beaucoup d'infos. Mais je pense que par la suite, je vais vous faire des vidéos d'exemples, comme je le disais en tout début de vidéo. Donc on va se poser des questions, quoi. Juste... on va pas réexpliquer les règles, on va se dire dans un combat, qu'est-ce qui peut être sympa de penser. On fera peut-être des ateliers JDR où je créerai un challenge, je créerai un adversaire, un truc comme ça. Il y aura sûrement des vidéos de conseils pour maîtriser le jeu, pour préparer le jeu, qui vont venir quand j'aurai plus d'expérience sur le jeu. Je pense que ce sera plus intéressant. Alors, vous pouvez me dire, si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo, déjà merci. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à soutenir sur Tipeee, ça se ferait ultra plaisir. Et si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo, c'est sûrement que tout ça, ça vous intéresse. Et vous pouvez me dire si... éventuellement, je pourrais peut-être faire une sorte de... un peu comme la Shadow March, vous voyez, vous raconter un peu notre campagne, etc. Je sais pas si je ferais comme la Shadow March et tout, mais si, voilà, une sorte de récap de ces parties peut vous intéresser, dites-moi. J'ai quand même un doute sur le fait que ce soit aussi sympa à suivre. Alors peut-être que vous l'écoutiez plus qu'autre chose, le récap de la Shadow March, je ne sais pas. Mais en tout cas, visuellement, je pense que ce sera moins sympa. Parce qu'à mon avis, c'est un jeu qui va plus se jouer en théâtre de l'esprit, vous voyez. Si je vous remontre ici, moi, je pense qu'il jouait sur Miro. Et donc, il y aura moins ce petit côté, je vous montre des maps, j'agite des tokens, etc., qui peut être un petit peu stimulant, mine de rien. Ça risque d'être un petit peu plus figé, tout simplement, visuellement.
Mais bon, je peux peut-être essayer de vous le raconter quand même, vous parler des trucs intéressants qui se passent, tout ça. Donc, dites-moi tout. J'espère que ça vous a plu. Une autre petite chose, c'est que là, je vais lancer du Tokyo Other mais en vrai, un jeu qui m'a vraiment tapé dans l'œil, c'est la version fantasy, parce que vous savez que moi je suis plutôt fantasy. City of Mist, vous voyez, le premier jeu avec ce système, quand je l'ai vu, je me disais, ah, le système a l'air cool. Il y avait les moves, il y avait des trucs que j'aimais moins qui étaient là, mais c'est ça ça m'a vachement inspiré. Je me disais, ouais, c'est trop bien comme mécanique. Quand j'ai vu qu'il y avait Tokyo Otherscape, je me disais, ah, le cyberpunk c'est un petit peu mieux. Là, j'ai Tokyo Otherscape. Mais en fait, maintenant que je sais qu'il y a Legend of the Mist, le truc fantasy qui arrive après, je suis en mode, ah, je veux juste le truc fantasy, vous voyez. Alors évidemment, vous pourriez, avec les règles de Tokyo Other jouer un peu dans tous les settings, mais c'est pas exactement pareil. Vous n'avez pas les bonnes questions à vous poser nécessairement, auxquelles les auteurs peuvent avoir pensé, qui peuvent vous aider. Vous avez moins une sorte de bestiaire, des exemples. Le système d'évolution de personnage est aussi différent. Mais ce qui est quasiment sûr, c'est que quand j'aurai passé ma période Tokyo Other je sais pas combien de temps elle va durer honnêtement, est-ce qu'elle va durer aussi longtemps que la période Shadow Dark, est-ce que je vais jouer plus de 50, 60 parties de Tokyo Other nous verrons. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois que cette période-là sera passée, je suis quasiment absolument certain que l'année prochaine, quand il y aura Legends in the Mist, la version fantasy qui va sortir, ça aussi je vais le couvrir. Je suis très excité par ces mécaniques de jeu. Je compte revenir vers vous pour vous en parler encore. Je vais m'arrêter ici. Je vous remercie encore de m'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. Ciao!